Donc Romain Terneau, vous êtes qui? Je suis un écrivain de 32 ans qui vient de publier Success Story aux éditions Goutte d'Or avec Johan Zarka. C'est qui Johan Zarka? C'est un écrivain qui a à peu près mon âge et qui publié à peu près autant de romans que moi. Enfin, un peu plus, moi c'est mon 4e, lui ça doit être son 5e ou 6e. Et il a eu le prix de Flore en 2017 pour son roman Panam Underground. Mais pourquoi faire un livre à deux alors? C'est une idée qu'on a eue tous les deux à l'hôpital, parce qu'on s'est rencontrés à l'hôpital, c'est ça qui est assez amusant. C'était il y a à peu près 5 ans, on s'est retrouvés à l'hôpital Saint-Antoine, dans la même chambre. Et à l'époque, on écrivait tous les deux, mais on n'avait rien publié. Et on a eu cette idée de faire un roman feel-good à notre manière, parce que nous, on vient plutôt du milieu, c'est-à-dire de la littérature alternative, underground. On fréquentait, sans se connaître vraiment, mais on avait comme ça des lieux en commun qui étaient soirées de magazines alternatifs. On s'en est rendu compte après coup. Le Cafard Hérétique. Le Cafard Hérétique. Ouais, qui continue d'exister aujourd'hui de manière un peu différente. Voilà, disons que le roman Feel Good, c'était pas du tout notre univers. Une amie de Johan lui en a apporté un pour, on va dire, pour rigoler, parce qu'il lui avait demandé de lui apporter un livre pour passer le temps. Et Johan n'était pas spécialement amateur de romans feel good. C'est quoi des romans feel good? Ce sont des romans, il y en a plusieurs sortes évidemment, mais souvent c'est on va dire du développement personnel transposé en roman. Alors ça c'est pour les plus connus. C'est pas le cas de Success Story, hein? Si, d'une certaine manière, sauf que on va dire que c'est par des moyens un peu dévoyés, mais on a repris exactement les mêmes principes, les mêmes codes. Qui sont, on va dire, quelqu'un de malheureux qui se fait coacher pour atteindre le bonheur, on va dire ça de manière très simple. Coach, c'est la drogue. Voilà, oui, normalement, on va dire que la personne en question est plutôt un maître spirituel, donc qui lui donne des conseils. Mais là, en l'occurrence, oui, c'est Karine, c'est une amie d'enfance qu'elle rencontre par hasard. Alors, qu'elle rencontre, c'est cette femme-là qui s'appelle Anna Josselin, qui est prof. De français. En collège. En collège. Donc, elle est définie comme une psychorigide, franchement une emmerdeuse. C'est comme ça qu'on l'aperçoit au départ. Oui, elle l'est un peu d'ailleurs, et c'est comme ça que ses collègues l'aperçoivent un peu tout le monde. Et c'est aussi comme ça qu'elle perçoit, elle, le monde autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle n'aime personne. Et les autres le lui rendent bien. Et après cette rencontre dont on parlait avec Karine, qui est une amie d'enfance, qui est un peu à l'opposé de son caractère à elle, elle va se mettre à découvrir les paradis artificiels, pour dire ça de manière soft. Et ça va l'amener à redresser sa vie d'une manière fulgurante. Et là, on a créé un synopsis à deux. Qui c'est qui a choisi le thème? Comme on avait entre les mains ce roman qui est Les gens heureux lisent et boivent du café, ça que l'ami de Johan a apporté à l'hôpital, on s'était dit qu'on allait faire notre propre roman feel good à notre manière. C'est sûr qu'il se termine bien, mais pas vraiment, parce qu'on se dit que ça va pas durer. Ça ne durera pas. On revient sur Anna, donc elle rencontre une ancienne amie d'école, Karine. Il y a beaucoup de personnages dedans, il y a beaucoup de générations, puisqu'il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a des adultes. Il y a tout ce monde des profs dans les écoles. Il y a un conseil de classe assez fabuleux. Qui connaît les conseils de classe? Vous étiez délégué? Oh non, même pas. C'était vraiment une œuvre d'imagination totale pour le coup. Je ne sais pas si Johan a été délégué. Donc il y a un conseil de classe avec un enfant qui s'appelle Samy, qui est un peu un enfant hyperactif. Et il est défendu par certains profs. Il y en a une qui dit qu'il est intelligent. Et cette fameuse Anna Josselin dit finalement aucune excuse s'il est intelligent. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est tout à fait dans les conseils de classe ce qui se passe. Avec aussi les délégués des enfants qui doivent fermer sa gueule parce qu'il est le copain de ceux qui défendent. Donc on ne voit pas pourquoi il est là. C'est étonnant parce que moi j'ai assisté à des conseils de classe et j'avais vraiment l'impression que vous saviez ce que c'était. D'accord. Mes deux parents sont profs. Ah d'accord. Ça peut-être aidé. Alors peut-être qu'ils m'en ont parlé, que je l'ai retranscrit de manière inconsciente. Ou peut-être que c'est Johan qui a déjà assisté à des conseils de classe. Johan a été pion dans un collège. C'est lui qui a écrit cette partie-là. Sur le conseil de classe au tout début, de toute manière on l'a remanié à deux le texte, mais peut-être la base principale c'était lui.
Ça me semble bizarre d'écrire un livre à deux, je sais pas comment on peut faire, mais c'est faisable. Ah oui, oui, ben, je peux vous expliquer. Hein. Comme je vous ai dit, on a fait le synopsis à deux, avec les principales structures du livre. Et Johan a écrit une première mouture, on va dire, très squelettique, avec les grandes lignes toujours, qu'il m'a redonné ce texte très parcellaire, que moi j'ai complété à ma sauce. Que vous avez redonné à Johan. Voilà, exactement, et ainsi de suite. J'appelle ça le principe de la lasagne. On met chacun notre couche, et à la fin, ça fait des belles lasagnes. Anna Josselin a une maman, mais elle n'est pas très bien avec sa mère. Elle a un papy aussi, qui vit dans une maison de retraite. Et là, il va se passer des choses assez extraordinaires, parce qu'elle va se décider d'un seul coup à écrire un livre. Et ça va aller jusqu'à faire une révolte des anciens. On ne va pas tout raconter, mais le fait qu'elle leur donne la possibilité de s'aimer dans cette maison de retraite. Il y a un regard, vous avez un papy en maison de retraite, vous ? À titre personnel, non. Mais c'est un thème qui m'intéresse. Puis, comme dit dans le roman, on ne parle pas énormément des personnes âgées dans les romans. Donc c'est un peu son coup de maître, on va dire, à Anna. C'est que elle produit un premier roman qui devient un best-seller parce que beaucoup de gens se reconnaissent dedans et ça a même des implications dans la réalité. Oui, ça fait la révolte des anciens un peu dans toutes les maisons de retraite. La maison de retraite, elle la considère plutôt comme un pénitencier. Hein. C'est vrai qu'ils n'ont pas le droit de se toucher, ils n'ont pas le droit pratiquement de vivre. Bah, exactement, oui. Après, je pense qu'il y a des EHPAD où ça se passe très bien, je suppose. Mais là, pour le roman, c'est pas là-dessus qu'on a voulu mettre l'accent, c'est évidemment sur les problèmes qu'il y avait et éventuellement les solutions qu'elle apporte, même si ça reste une fiction, parce que c'est pas non plus très réaliste. Alors, c'est 3 romans en un. On est d'accord ? C'est vrai. Parce qu'il y a cette fameuse Anna Josselin qui va se découvrir des talents d'écrivain et qui va écrire 2 romans. Donc il y a 3 romans en un. Donc il y a ce roman qui va être dans la maison de vieux et il y a aussi un roman collégien qui va être plus au niveau de l'école. Exactement. Bah, elle prend un peu le contre-pied de son premier roman pour créer la surprise et ça fonctionne tout aussi bien. Et d'ailleurs, ce roman elle va même devenir un film, sans trop en dire. Voilà, son ascension ne va faire que s'accélérer au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure qu'elle prend des drogues et de l'alcool, ça faut le dire aussi. Alors, sur les conseils de Karine. Ça, c'est un vrai inventaire de toutes les drogues qui peuvent exister. Est-ce que ça existe tout ça ? On a la cocaïne, on connaît, on a les buvards. Les buvards, ah oui, bien sûr, oui. C'est le LSD, pourquoi on les appelle les buvards ? C'est sous forme de petits buvards qu'on ingère, tout simplement. C'est plutôt Johan le spécialiste des drogues, j'avoue, mais... Il y a le crystal meth, je sais pas ce que c'est, crystal meth. Crystal meth, c'est une drogue, on va dire, ça se trouve pas partout, il me semble. Ça, crystal meth, il faudra demander plutôt à Johan. Il n'est pas là. Il y a le weed. Ah oui, la weed, bah ça c'est l'herbe qu'on fume. D'accord, il y a le modafinil, c'est une amphétamine. Oui, voilà, c'est ça, on peut en trouver, ça peut se trouver sur ordonnance. Enfin, c'est une vraie ascension dans le livre, ça monte, ça monte, ça monte. Il y a aussi un petit côté sur les trafiquants qui trafiquent. Oui, c'est vrai, elle a son dealer, mais qui est plutôt un étudiant qui semble très bien, le genre idéal un peu de manière assez surprenante parce que c'est à la portée de tout le monde éventuellement de se faire de l'argent avec ça. Et il y a l'alcool aussi, hein, il y a les shoots, il y a l'alcool. L'alcool et la drogue. Les deux sont importants. Oui. Et puis pour les pauvres, puisqu'on a un SDF, Charles, qui fait une ascension fulgurante aussi, lui. Et lui, sa drogue des pauvres, c'est l'alcool. Oui. Pas l'alcool, hein, l'alcool. Exactement, ça l'aide à créer, un peu comme Anna, mais avec sa propre drogue. Chaque drogue a une fonction particulière et l'aide d'une manière particulière à avancer dans la vie. Et il y a la MDMA. Oui. C'est une drogue aussi, ça ? Oui, c'est sous forme de petits sachets, c'est comme de l'ecstasy. Ouais.
Eh ben, il y a quand même beaucoup de drogues qui sont en circulation. Pourquoi vous avez fait un livre sur la drogue? Parce que franchement, quand on lit ce livre, on se dit il y a quelque chose qui dérange, quoi. Ah oui, mais c'est fait pour. Hein, Ouais. Bah, justement, comme on voulait écrire un roman feel good, mais quand même, on va dire, un peu subversif, on s'est dit que c'était un bon moyen de remplacer le coaching habituel par les drogues. On s'était dit que c'était une bonne idée. Oui, dans le cadre d'une fiction, évidemment. j'espère que c'est une fiction parce que carrément la fin c'est quand même assez apocalyptique. Oui. À la fin, on voit qu'elle n'hésite pas à droguer un enfant pour qu'il soit plus performant. Donc là, ça commence, on se dit, mais ça va aller jusqu'à où, c'est ça? Ça tient un peu l'idée, c'était qu'il n'y ait pas de limite, parce que je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de limite en fiction, parce que justement c'est de la fiction, on n'est pas dans la réalité, donc la morale n'a pas sa place en fait. Parce que moi je pense pas que l'art soit fait pour éduquer les gens. Ça c'est c'est une vision idéaliste que moi j'ai pas. Je pense pas qu'un livre va, comme c'est le cas d'ailleurs dans le roman, ce qui est paradoxal, mais je pense pas que l'art influence vraiment la réalité. Alors faut me donner des exemples de romans qui ont suscité des meurtres ou des choses comme ça. Non, mais je pense pas que ça donne envie de se droguer. Voilà, bah. Je pense pas Oui, vraiment. parce Au que c'est contraire, excessif, ouais. on essaye de se dire, mais à quel moment elle va se réveiller, à quel moment elle va. Parce qu'elle a un petit copain aussi, elle a Julien, c'est ça? Oui. Elle a Julien qui finalement prof comme elle, ouais. essaye de la calmer un peu, hein, parce qu'il y a eu vraiment une ascension dans tous les domaines. Elle quitte Brie-sur-Marne pour finir par habiter sur l'île Saint-Louis. Ben, franchement, il y a une ascension dans tous les domaines. Alors qu'au début, elle avait quelques verrous à faire sauter. Hein. La drogue fait sauter les verrous, l'alcool aussi. Bah, je suppose, oui. En tout cas, c'est le cas dans le roman. Ah oui, non, bah, pour l'alcool, en tout cas, c'est évident que ça désinhibe. Et donc, ça peut être utile dans certaines situations. La drogue, ça dépend lesquelles. La coke, ici, par exemple, lui donne une force de travail démesurée. Donc, ça l'aide à boucler son premier roman en quelques jours. Voilà, l'alcool, justement, c'est grâce à l'alcool qu'elle réussit à parler à Julien et à en faire son amant. Voilà, chaque drogue a une utilité bien précise. Et c'est cette combinaison de toutes les drogues au sens large qui fait que elle déverrouille, comme vous disiez, tous les blocages qu'elle avait auparavant. Elle déverrouille, mais elle prend aussi des contre-drogues, elle prend aussi des anxiolytiques quand ça va pas trop bien. Contre le stress, oui. Voilà, donc elle est complètement coincée, elle est droguée à la fin, elle est vraiment droguée, elle est vraiment prise. Oui, mais les Et elle anxiolytiques va même sont... jusqu'à se shooter à la fin, je veux dire, elle passe à... Oui, mais ça, oui. Mais les anxiolytiques sont utiles parce que ça l'aide à passer à la télévision sans être angoissé. On va dire c'est pour ça que c'est pas réaliste d'une certaine manière, c'est qu'il n'y a aucun effet négatif qui est montré des drogues. C'est pour ça que certaines personnes pourraient penser que c'est une apologie, parce que de toute façon, comme vous l'avez dit, ça donne pas envie de se droguer. Non, parce qu'il y a des moments elle est en sueur, et il y a des moments elle est plus vraiment elle quand même. Oui, il y a quand même un peu de tension dramatique. Oui, elle veut devenir présidente de la République, puisqu'elle rêve, hein, et on peut se demander si ceux qui nous gouvernent, quelque part, ils sont pas sous coque ou quelque chose comme ça. C'est pas si étonnant. Ouais. À la lumière de Success Story, on peut se poser la question. Oui. Est-ce que ça se remarque, les gens qui se droguent? Oui, je crois qu'il y a des signes physiques particuliers, mais je suis pas spécialiste au point de les déceler moi-même. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas votre amie Joanne Zarka qui aurait pu nous donner les signes avant-coureurs ou les signes distinctifs. Je pense qu'il les connaît. Oui. Il les connaît, lui. Donc, Success Story, ça vient de sortir. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Et là, vous êtes parti sur autre chose, oui. En octobre, je sors un nouveau roman, seul cette fois, qui sera sur le thème du vampire. Je vais pas dire le titre parce qu'il n'est pas encore fixé, mais ça sort aux éditions aux Forges de Vulcain en octobre 2019 normalement. Sur les vampires? Oui, c'est un roman contemporain de vampires. Ou plutôt, un roman fantastique sur quelqu'un qui croit qu'il est en train de devenir un vampire. D'accord. Ça aussi, ça ne doit pas courir les rues, mais il y en a peut-être quelques-uns. Et les anciens, c'était quoi? Avant Success Story, j'ai écrit Spartacus, toujours aux Forges de Vulcain, qui était ma version du roman Spartacus. Enfin, du roman de la figure de Spartacus. C'était une commande de mon éditeur qui m'a demandé de faire ma propre version. Donc voilà, ça s'est sorti l'année dernière. Je me souviens. Une révolte d'esclaves dans l'Antiquité. Il s'est rebellé. C'est un gilet jaune.
Voilà, c'est un peu le gilet jaune de l'époque. C'est un gladiateur qui a fomenté une révolte d'esclaves pour monter sur Rome et reprendre le pouvoir, mais ça se finit pas très bien. Ça se termine jamais bien en général. Et celui d'avant Ça s'appelait l'histoire du loser devenu gourou, et le titre donne un peu la tonalité. Et c'est une sorte de roman burlesque où par un enchaînement de situations, quelqu'un, on va dire un loser, va tuer sans faire exprès le gourou d'une secte et prendre sa place parce qu'il a un masque. Et donc il avait rien jusqu'alors. Rien ne lui réussissait, et du jour au lendemain il se retrouve avec en gros le sexe, le pouvoir et l'argent, tout ce qu'il n'avait pas avant. Mais j'ai essayé de faire quelque chose de drôle encore, j'essaie de pas trop me prendre au sérieux. Comment fait-on pour écrire un livre comme une femme? Alors d'après ce que je comprends là, c'était que des hommes qui parlaient dans vos anciens livres. Alors que Success Story, c'est une femme qui parle. On a beaucoup travaillé là-dessus, justement. Au départ, le genre n'était pas fixé dans les toutes premières ébauches. On ne savait pas si ce serait un homme ou une femme. Quand on a décidé que ce serait une femme, on a vraiment fait en sorte que ce soit réaliste. Et il y a forcément notre éditrice, par exemple, qui nous a donné de nombreux conseils pour crédibiliser le personnage. Voilà. Des conseils sur quoi? Sur l'habillement? Sur quoi? La façon de penser, comment une femme pas à l'aise, quelles seraient les réflexions qui lui viendraient à l'esprit. Après tout ça c'est très subjectif, mais disons que c'est sûrement plus facile pour une femme de le décrire que pour un homme, par définition, donc tous les conseils étaient bons à prendre. Mais on n'a pas voulu en surajouter. Donc vous vous êtes mis dans le personnage de la femme pendant l'écriture du livre? Oui, bien sûr. Oui, mais on voulait pas... c'était sur du détail, vraiment, qu'on a accentué certains traits de caractère, tout ça, mais dans l'ensemble, on l'a écrit de manière plutôt neutre, je dirais. Le personnage n'est pas caricatural, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est plutôt... sobre. Au début on l'aime pas, franchement je me suis dit qu'elle est emmerdeuse, et puis après j'ai eu presque pitié d'elle, parce que je me suis dit la pauvre, c'était presque un manque d'intelligence ou de recul. On a envie de la sauver, quoi. On a envie de lui dire stop, arrête-toi, tu montes trop. Mais elle est dans une course infernale. Elle est dans une course infernale, sans s'en rendre compte. Oui, c'est sûr, mais est-ce qu'au final, elle n'est pas plus heureuse qu'au départ quand même? Vous vous demandez. De son point de vue, elle l'est en tout cas. Donc, est-ce qu'il vaut mieux être sobre, clean et pauvre, ou être riche. Et pauvre et malheureuse surtout, ou alors... Mais elle ne se rendait pas compte qu'elle était malheureuse. Avoir une béquille et puis trouver une forme de bonheur. Au début, elle ne se rendait pas compte qu'elle était malheureuse. Quand même... Elle était grincheuse, mais elle n'était pas... Enfin, je sens qu'il y aura peut-être des choses à modifier quand même. Après, selon les interprétations, parce qu'elle n'est pas contente même de son physique, elle n'est pas contente de sa timidité, elle n'est pas contente de beaucoup de choses quand même. Donc, ça... Elle est même chieuse dans les magasins à la caisse. Oui. C'est-à-dire, c'est vraiment l'emmerdeuse. On se reconnaît un peu là-dedans. On en prend pour son parti aussi. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire encore sur ce livre? C'est quoi pour vous? C'est un livre qui est fini, qui est terminé, ou qui va marquer votre vie? Vous avez envie d'en faire un deuxième à 2 ou à 3? On verra. C'était une bonne expérience, c'est assez drôle à faire, donc moi je serais pour. Après, disons que la manière dont on a eu l'idée, c'était complètement fortuit. C'est parce qu'on s'est retrouvés au même endroit, au même moment. Mais pourquoi pas? Il n'y a pas ce projet pour l'instant parce qu'on a chacun des projets perso, quoi. Johan va aussi sortir un livre à la fin de l'année qui s'appelle Bracos Sauce Samouraï, qui est un livre de braquage humoristique, on va dire. J'ai oublié de parler aussi de mon premier roman, qui s'appelait Croisade Apocalyptique, et qui était chez un petit éditeur qui s'appelle Dub Édition, qui était sur, on va dire, un alcoolique qui, par encore un enchaînement de situations, en vient à découvrir un trafic d'armes, ce qui l'amène en Inde et à Los Angeles. En fait, son idée de départ, c'est que c'est un marxiste révolutionnaire, il veut absolument faire une révolution en France, mais comme on va dire c'est une espèce de loser, il y arrivera difficilement. Voilà. Ça, c'était mon premier roman que j'ai écrit à 22 ans. Enfin voilà, c'était juste pour délirer à l'époque, j'avais aucune ambition d'être publié, pour ça que ça part un peu dans tous les sens. Success Story beaucoup plus structuré, avec le recul. À un moment, je me rappelle, il y avait des sites où quelqu'un commençait une phrase et quelqu'un d'autre suivait une deuxième phrase et quelqu'un en rajoutait, c'était écrit... Ah oui, c'est un cadavre exquis. Oui. Comment vous appelez ça? C'est le principe du cadavre exquis, où chacun
continue le ouais. texte avec Ça c'est un peu perdu ça. Oui, oui, nous comme je vous disais, on n'a pas fait du tout de cette manière, ça aurait été compliqué. Même de faire un chapitre chacun, valait mieux qu'on soit d'accord sur l'ensemble de la structure et après l'améliorer chacun de son côté au fur et à mesure, alternativement. Mais pourquoi vous dites Kadameski là? C'est le nom de celui qui a inventé ça. Oui, parce que c'est un groupe d'écrivains, alors je sais plus lesquels, qui au départ avaient fait cet exercice littéraire et la première phrase, ça donnait un cadavre exquis et je sais pas quoi. Voilà. Et du coup, ils ont gardé ça et ça s'appelle un cadavre exquis. Je crois que c'était un nom, moi, Kadavreski. Ah non. Ouais, mais c'est intéressant parce que au bout d'un moment, il faut essayer de garder le fil et en même temps, ça fait partir dans des directions complètement différentes. Et en général, il n'y a pas de fin. Bah oui, c'est compliqué, à moins d'être vraiment sur la même longueur d'onde que les gens avec qui on écrit. Et puis ça a donné des choses qui partent dans tous les sens, oui, c'est sûr. Donc nous ne sommes pas sur un cadavre esquis. Non. Nous sommes sur Success Story, Success avec 2 S à la fin, Story, l'histoire du succès. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est pour vous, vous dites qu'elle est plus heureuse à la fin qu'au départ? Donc comme vous le disiez, à la fin, en fait on ne sait pas, ça se termine de manière un peu suspensive où il se passe quelque chose et on ne sait pas ce que ça va donner. Je pense que, on va dire, elle est plus heureuse dans les 2 derniers tiers du livre que dans le premier tiers, je pense. Alors peut-être que c'est un paradis artificiel, hein, peut-être que c'est complètement artificiel justement, mais au moins elle est pas malheureuse comme au départ. Et ça se termine sur l'extase. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'il y a beaucoup de drogue encore à Paris, tout ça? Oui, je pense même qu'il y en a de plus en plus, hein, et oui, ça s'est démocratisé. Oui, mais c'est le prix aussi que ça c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pour ça que les clochards se prenaient de la colle, c'est moins cher. Ah oui, et puis elle-même, Anna, elle trouve ça cher au départ, et puis vu ce que ça lui apporte, au final c'est plutôt rentable, entre guillemets. Pour l'instant. À court terme peut-être. À court terme, oui. C'est un investissement à court terme. Je vous remercie, Romain Ternaud. On peut vous trouver, vous avez un site, quelque chose? Je suis sur les réseaux sociaux, j'ai pas de site internet. Vous êtes sur Facebook? Je suis sur Facebook, Twitter et même Instagram depuis peu. Ternaud, Ternaux, Success Story, aux éditions de la Goutte d'Or, et votre co-équipier, Johan Zarka, Zarca. Merci à vous.